Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Nous reviendrons sur les 27 cas de grippe A dans une colonie de vacances près de Megève. Il s'agit essentiellement d'enfants âgés d'une dizaine d'années. Ils sont suivis et surveillés par les médecins. L'avenir de l'Afrique appartient aux Africains. Ce sont les mots de Barack Obama aujourd'hui au Ghana. Un discours pour l'histoire. Coup de projecteur sur cette visite importante et symbolique du président américain. La peine maximale pour Youssouf Fofana, condamné hier soir à la perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans pour l'assassinat d'Ilan Halimi. La partie civile regrette, je cite, l'indulgence du verdict pour les autres accusés. Décryptage de tout cela dans un instant. Comment éviter les arnaques aux vacances sur Internet? Plusieurs centaines de familles ont été piégées. Elles rêvaient d'une location en Espagne. Témoignage ce soir et les conseils pratiques pour éviter les pièges. Le sport avec le point sur le Tour de France. Que s'est-il passé lors de la 8e étape? Victoire de l'Espagnol Luis León Sanchez. Armstrong et Contador se sont observés. Et puis une exclusivité à la fin de ce journal. Nous serons en direct avec le groupe U2 qui sera en concert ce soir au Stade de France. Interview tout à l'heure avec Bono et sa bande. Merci d'être avec nous et on commence ce journal par cette colonie de vacances qui se retrouve confrontée à une épidémie de grippe A. Pas d'inquiétude majeure, mais 24 enfants âgés de 10 à 12 ans et 3 animateurs sont donc soignés et isolés dans ce centre de vacances situé à Megève, en Haute-Savoie. Nous irons sur place dans un instant, mais avant cela, les premiers éléments avec Florence Mavic et Olivier Combes. Une mise en quarantaine forcée, mais aucun rapatriement d'urgence envisagé. La colonie des Marmousets est placée sous haute surveillance policière, mais surtout médicale. Les 24 enfants et 3 accompagnateurs ont été isolés à l'intérieur du chalet. Ils peuvent sortir de leur chambre avec un masque. Il n'y a pas de raison de tomber dans la panique. Nous ne sommes pas... Enfin, c'est un cas de grippe. Les choses sont faites comme il se doit. Je ne vois pas de raison de s'alarmer. Les enfants n'ont pas été soignés avec du Tamiflu, mais avec du paracétamol. Selon les médecins, les signes de la grippe sont en régression. Les premiers cas sont apparus le 8 juillet, 3 jours après l'arrivée des enfants. Le virus ne semble pas avoir été contracté en Haute-Savoie. Ils viennent donc de la région parisienne où il y a eu un certain nombre de cas qui ont été identifiés ces derniers mois et qui est un foyer d'intense circulation. Je vous dis, on a plutôt tendance à penser que le phénomène de contagion vient de là-bas. Cette mini-épidémie, elle peut toucher un peu partout en France les 2,5 millions de petits Français qui partent en vacances collectives. Plus d'1 million va au centre aéré et 870 000 en colo. C'est le cas ici du côté de Toulouse. En cas de symptômes grippales, les moniteurs savent qu'il faut isoler l'enfant. Un lieu de confinement est prévu. Donc si un enfant a de la fièvre, qu'on a des doutes, on l'amène ici, il se repose à l'écart des autres en attendant le médecin. Chaque responsable de centre de vacances a reçu une liste de recommandations gouvernementales. Par exemple, se laver les mains, éternuer dans un mouchoir ou contacter le SAMU en cas de symptômes. Mais les parents ne doivent pas s'alarmer. Jusqu'à présent, la grippe A est de forme bénigne. Direction Megève, on retrouve sur place Virginie Fichet. Bonsoir Virginie. Alors est-ce que les parents souhaitent rapidement venir retrouver leurs enfants ou pas d'urgence pour le moment? Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Effectivement, la situation est gérée ici très calmement. Les parents ont tous été contactés individuellement par la direction du centre de vacances et rassurés par les médecins sur l'état de santé de leur enfant. Donc actuellement, eh bien, il y a une maman qui a fait le déplacement, mais en tant que secrétaire générale du comité d'entreprise de la BRED, qui gère le séjour. Et elle vient de passer 1 heure avec sa fille, avec des conditions sanitaires minimum, évidemment, le port d'un masque. Et bien sinon, tout cela se gère de manière très détendue. À l'intérieur également, on nous l'assure, les enfants s'amusent à des activités d'intérieur, eh bien, qui pourraient bien se prolonger jusqu'au 18 juillet, qui était la date de la fin de leur séjour initialement. Merci Virginie. Et sachez que 4 joueurs du club de football de l'AS Monaco sont porteurs du virus de la grippe A. Ils doivent rester isolés 5 jours. Autre actualité médicale, aujourd'hui le retrait de plusieurs lots de sirop pour enfants et nourrissons, des pharmacies, notamment le Rhinathiol, des médicaments pour la toux, rappelés par précaution par le laboratoire Sanofi Aventis. On voit pourquoi avec Diego Garcia et Alexis Fischer. L'alerte a été rapidement donnée. Je viens juste de recevoir ça, là. Ils expliquent, c'est Sanofi Aventis qui nous l'envoie, ils expliquent qu'ils ont trouvé une présence de phénol dans certains flacons. En cause, 3 sirops contre la toux destinés aux enfants et aux nourrissons, dont le Rhinathiol. Immédiatement, on les a retirés du marché. D'ailleurs, même un client nous a ramené un flacon. Tout commence en Suisse il y a quelques jours. Un patient signale une odeur désagréable à l'ouverture d'un flacon de ce sirop. L'analyse révèle la présence de phénol,
À haute dose, le phénol peut provoquer des problèmes cardiovasculaires, des brûlures de muqueuses et même affecter le système nerveux central. Par mesure de précaution, les autorités sanitaires françaises demandent le rappel du Rhinathiol, mais également du Bronchirex et de la carbocystéine. Les médecins, eux aussi, jouent la carte de la prudence. Je vais observer une pause thérapeutique concernant la prescription de ces médicaments. Pour l'heure, les enquêteurs tentent de déterminer l'origine du problème. Pour toute information, les patients et les professionnels peuvent appeler au numéro vert 0800 53 78 81. Une journée difficile mais pas catastrophique sur les routes. Aujourd'hui, la journée était classée rouge en France et même noire dans la vallée du Rhône. On a enregistré plus de 400 km de bouchons à la mi-journée. Principale difficulté au péage du tunnel du Mont-Blanc. Blocage également bien sûr sur l'A7 au sud de Lyon. Résumé de ce samedi avec Vincent Fischmann et David Fossard. Le train, l'automobile, le bateau. Non, celui-là ne vous emmènera pas bien loin, alors pas de bateau, mais peu importe. Un jour pareil, quel que soit votre moyen de transport, la vertu est identique. Testez votre aptitude à la patience. Petit matin, pour grand départ à la gare de Lyon. 7 heures, les caisses assombrissent déjà. Et entre deux baisers d'adieu, la patience se fraye un passage. C'est pas un problème parce que les enfants sont contents de partir, donc voilà. Ils se sont levés avec beaucoup de facilité ce matin. Bon alors t'es pas trop fatigué? Non. Du rail au bitume au sud de Lyon, coude à coude géant, grande patience et même un peu d'humour. C'est bien les bouchons, ça rapproche les gens. On peut parler entre nous et tout, c'est bien. Et surtout garder le moral. Pour cela, il y a bien les aires de repos, un petit goût de vacances, enfin pas pour tous. Chaleur plus enfant, et la patience de ce père de famille s'évapore. Caca, j'ai faim, j'ai ci, j'ai ça. Et là, ils viennent nous vomir dans la voiture. La totale. Tout près d'Orléans cette fois. Des bouchons sur la 10, les moins patients, les petits malins, prendront la nationale histoire de trouver des bouchons. Il n'y a plus que la boulangère pour se frotter les mains. Dès que l'autoroute est bouchée, c'est le bonheur des commerçants, je dirais, des communes d'à côté. Du bonheur dans le pré en plein milieu d'une aire d'autoroute. Mais à quelques mètres, la pause pipi joue à guichet fermé. Patience, toujours. Qu'est-ce qu'on fait pour patienter? Moi j'ai une sœur, donc je me mets avec elle. 394 km de bouchons cumulés. Demain, journée verte, tant mieux, car à force de patienter, certains en auraient presque oublié ce qu'ils faisaient là. Les vacances et prudence pour vos réservations sur Internet. Plusieurs centaines de familles ont vu leur rêve s'évaporer. Ils avaient réservé une maison ou un appartement sur la Costa Blanca en Espagne. Résultat, pas de location et impossibilité de récupérer pour le moment leur argent. Vous allez entendre l'une des victimes de cette arnaque, mais c'est aussi l'occasion d'écouter quelques conseils. C'est la question qu'on saute ce soir. Caroline Thébault et Christophe Quinck. Ils sont devenus l'un des symboles des arnaques de l'été. Catégorie location sur Internet. Pour 2 semaines dans cette résidence au sud de l'Espagne, ce jeune couple a versé 1 800 € au propriétaire en totale confiance. Et il y avait même une petite phrase supplémentaire qui nous a vraiment achevé de nous endormir, où il nous aide de bien penser à prendre nos serviettes de plage, puisque les serviettes qui étaient mises à disposition dans l'appartement étaient pour les salles de bain. Mais dans la foulée, le propriétaire encaisse l'argent et disparaît. Une arnaque qui concerne 200 familles en France et à l'étranger. Coût total du préjudice, 2 millions d'euros. Ces fausses locations ne sont bien sûr pas le lot commun des internautes, mais voici quelques conseils. D'abord, il faut exiger un descriptif détaillé du lieu. N'hésitez pas non plus à regarder les appréciations des internautes, qui garantissent souvent le sérieux d'une offre. Ici par exemple, pas de fenêtre dans la chambre et la salle de bain. On peut aussi demander à un ami d'appeler le propriétaire et de demander si on peut louer aux mêmes dates. Donc on verra s'il y a quelque chose qui cloche. Et puis bien entendu, faire attention à ce qui paraît trop alléchant, parce que malheureusement, ce qui paraît trop alléchant est souvent plus propice à l'arnaque que le reste. Si vous avez trouvé l'offre de vos rêves, pensez à demander un contrat de location qui aura une valeur juridique en cas de litige. Ne jamais tout payer en amont. Les professionnels conseillent de verser maximum 30% du montant de la location. Et pour être tranquille, prenez une assurance. Certaines sont même gratuites, il suffit de cocher l'option. Des précautions parfois fastidieuses, mais autant de garanties pour ne passer que du bon temps sous le soleil. Justice avec un verdict attendu, celui contre le gang des barbares. Il a été rendu hier soir à Paris. Youssouf Fofana a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans pour l'assassinat d'Ilan Halimi. Un verdict et des peines également pour les autres co-accusés qui ont suscité, vous allez le voir, des commentaires et des réactions hier soir. Dominique Verdaillan et Christophe Quinck.
Et je dis ce que j'ai envie de dire, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, d'accord? Scène révélatrice du climat qui régnait hier soir après le verdict. Un des avocats de la défense est pris à partie par un jeune militant de la communauté juive. Un verdict controversé. Certes, Youssouf Fofana a été condamné à la peine maximale, mais les peines des 26 co-accusés sont inférieures aux réquisitions. 18-15 ans pour les 2 lieutenants de Fofana. Condamnés à 9 ans de prison, celle qui a été l'APA pourrait être remise en liberté dans 1 an et demi. Pour la partie civile, le verdict n'a aucune valeur pédagogique. Je trouve que les peines qui concernent les geôliers et qui concernent l'APA sont, pour la famille d'Ilan Halimi, des peines qu'elle a du mal à comprendre et pour tout dire à accepter. La famille d'Ilan Halimi souhaite que le garde des Sceaux exerce son droit d'appel. Ce soir, le garde des Sceaux n'a pas répondu à cette attente. L'avocat général Philippe Bilger, lui, se félicite de ce verdict, sous-entendant que l'appel ne se justifie pas. La défense des 26 co-accusés sur la même ligne, saluant un verdict adapté au dossier. La Cour d'assises a prononcé des peines adaptées à la situation de chacun, aux personnalités de chacun, et n'a pas créé d'amalgame autour de Youssouf Fofana, et je crois que c'est une très bonne chose. Ce ne sont pas des peines minces qui ont été prononcées, hein. On n'est pas en train de nous expliquer que les uns et les autres ont été condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis. Durant son procès, Youssouf Fofana a congédié ses avocats, lancé une chaussure dans le prétoire. S'il a reconnu être l'auteur de l'assassinat du jeune Ilan Halimi, il est le seul accusé à ne pas avoir exprimé de regret. Dans l'actualité à l'étranger, c'est la phrase du jour, le discours de Barack Obama pour sa première visite officielle en Afrique qui était attendue. Et voici tout d'abord un extrait de ce qu'il a dit aujourd'hui devant le Parlement du Ghana. Écoutez. Vous pouvez vaincre les maladies, arrêter les guerres, faire tous les changements possibles. Vous pouvez le faire. Oui, vous pouvez. Il y aura des souffrances et des résistances, mais je vous promets ceci, l'Amérique sera avec vous à chaque étape. Des mots donc et des gestes importants et symboliques pour le premier président noir américain qui s'est adressé à la nouvelle génération africaine. Il leur a adressé un Yes We Can, le Ghana et sa démocratie étant à ses yeux le meilleur des exemples à suivre. Christian Houtin. Premier pas en famille sur le sol africain depuis son élection. Un moment historique fêté comme il se doit. C'est une visite éclair de 24 heures. Peu importe pour les Ghanéens, Barack Obama suscite ici ferveur et espoir. Pour un homme noir, être président des États-Unis, c'est comme un rêve qui devient réalité. Et moi, je trouve ça très excitant. Ici, c'est Obama l'Africain qui est attendu. Celui dont le père est né au Kenya. Mais ils seront peu nombreux à pouvoir l'approcher. On est venu pour voir l'homme de nos propres yeux, pas pour qu'on nous le cache. Nous sommes ici pour souhaiter la bienvenue à notre frère africain. Le Ghana n'a pas été choisi au hasard. Allié des États-Unis, ce pays de 23 millions d'habitants est un modèle de démocratie et de prospérité. Un exemple que le président Obama voudrait voir se multiplier en Afrique. Autre moment fort de ce voyage, c'est la visite en famille à Cape Coast, un des hauts lieux de la traite négrière. Comme des milliers d'autres esclaves africains, les ancêtres de Michelle Obama partirent d'ici vers l'Amérique. Symboliquement, revenir en famille avec ma femme et nos enfants, voir l'endroit où tout a commencé, cela nous rappelle qu'aussi terrible soit l'histoire, il est possible de surmonter tout cela. Avant son départ, Barack Obama rappelle que l'aide américaine aux pays africains reste liée à leurs efforts en matière de démocratie. Alors comment cette visite a été ressentie aux États-Unis? Bonsoir Alain de Chalavron. Alors ce n'est pas le premier président américain qui se rend au Ghana, mais c'est le premier président noir et apparemment ça change tout. Oui, d'abord au niveau de l'impact que ça a ici. Jamais aucune visite d'un président américain en Afrique n'a été couverte comme celle-ci, quasiment en direct. Mais surtout, au niveau du discours, là où George Bush ou Bill Clinton devaient tourner cette fois leur langue dans leur bouche de peur d'être traités de donneurs de leçons, Barack Obama, lui, peut dénoncer la corruption, le népotisme, le tribalisme, en s'appuyant sur l'exemple de son père, un des Kenyans les mieux formés de sa génération et qui a pourtant été exclu de tout poste de responsabilité à cause justement du népotisme, de la corruption et du tribalisme. On ne peut pas lui dire « mêle-toi de ce qui te regarde » parce que précisément,
ça le regarde. Vous savez, au fond, les discours de Barack Obama à Accra et celui de Nicolas Sarkozy au Sénégal ne sont pas tellement différents sur le fond, dans la mesure où ils placent les Africains devant leurs responsabilités, mais celui de Barack Obama est prononcé par un fils d'Afrique, et comme vous le dites, ça change tout. Merci Alain. Dans l'actualité, la visite maintenant de François Fillon aux Comores. Après Mayotte, le Premier ministre a souhaité rencontrer les enquêteurs suite au crash de l'Airbus de Yemenia. Il a présenté les condoléances de la France et a également confirmé que les familles de victimes se rendront sur place lundi. Alix Bouillaguet et Alain Dubas étaient sur place. Les femmes mahoraises auront tout fait pour retenir François Fillon. Mais 4 heures après son arrivée à Mayotte pour les États généraux de l'Outre-mer, le voilà à nouveau dans un avion, direction les Comores, à 150 km de là. C'est au large de l'archipel que l'Airbus A310 de Yemenia s'est abîmé en mer, 152 victimes. Aujourd'hui, la compagnie aérienne s'est engagée à affréter un avion gratuitement pour acheminer lundi aux Comores les familles des victimes. Quant aux recherches, elles vont se poursuivre. Les moyens nécessaires seront maintenus pour retrouver les boîtes noires, ce qui devrait être le cas d'ici quelques jours, puisque leur localisation a été précisée, même si elle n'est pas encore exactement définie. Nous vous décernons la médaille de bronze. Ce marin de 43 ans, sauveteur volontaire, a secouru la seule rescapée de l'accident, la jeune Baya. Au moment où je l'ai vu, moi, je n'ai pas hésité, je me suis débrouillé pour chercher le sauvetage, pour plonger, pour la prendre. Après un moment de recueillement avec les familles des victimes, le Premier ministre est reparti à Mayotte, clore sa tournée en Outre-mer. François Fillon aura passé 3 jours dans l'océan Indien de la Réunion à Mayotte, devant les États généraux censés remettre à plat les relations entre la métropole et ses lointains territoires. Le Premier ministre aura martelé le même message, ni abandon, ni traitement de faveur. Le grand format de ce samedi à 3 jours des cérémonies du 14 juillet, coup de projecteur sur les invités d'honneur. Cette année, plusieurs bataillons de l'armée indienne ouvriront le défilé et vous allez voir qu'ils se sont préparés devant l'Arc de Triomphe de New Delhi. Arnaud Miguet et Dominique Marotel étaient à leur côté. Voilà 3 mois qu'ils répètent. Les 3 corps de l'armée indienne représentés, terre, mer et air. Ces 400 soldats se doivent d'être fin prêts pour le jour J, le 14 juillet. Battant la cadence sur le bitume de leur plus belle avenue, Rajpath, comprenez la voie royale, 2 km 4, soit 500 mètres de plus que nos Champs-Élysées. Car cette année, l'Inde est l'invité d'honneur du défilé. C'est la première fois que l'armée indienne foulera le pavé parisien. Tout le monde ici veut être à la hauteur de cet honneur. J'ai hâte de voir comment vivent les Français, les différences culturelles qu'il peut y avoir entre nous. Moi, j'ai hâte de voir la Tour Eiffel. Nous sommes très heureux et très fiers de défiler pour votre 14 juillet. Vive la France! En première ligne, ce sont eux, ces soldats du régiment d'infanterie, les Maharatha, qui ouvriront la marche. C'est le plus prestigieux, le plus ancien des régiments, 240 ans d'histoire. Ils se sont illustrés notamment sur le front nord-africain et européen en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais pour cette génération, ce sera le premier voyage en Europe. Dernier préparatif à la caserne avant de prendre l'avion. On fait ses bagages sans oublier un petit bout de la mère patrie. J'étais pas sûr d'en trouver, alors j'ai pris de l'encens pour pouvoir faire mes prières devant la photo de mon Dieu, à Paris. Nourriture spirituelle mais également terrestre. On ne s'embarque pas sans biscuits, le soldat indien ne laisse rien au hasard. Tout est prêt? Oui, mon capitaine. On apporte avec nous de la nourriture indienne, mais on va aussi goûter les spécialités françaises. Bien sûr, j'ai hâte de goûter votre si bon fromage. Il y a la parade militaire, mais il y a bien sûr aussi les affaires. Le Premier ministre indien Manmohan Singh sera de la partie. Il déjeunera le 14 avec le président français Nicolas Sarkozy. Au menu, l'Iran, le terrorisme, les relations bilatérales, économiques et commerciales, et une invitation pour le président français qui pourrait venir en Inde dès l'année prochaine. Et sachez qu'ils sont arrivés à Paris, ils répéteront demain aux Aurores. Ils seront donc prêts pour le rendez-vous mardi, cérémonie retransmise bien sûr dès 8h45 en direct
sur France 2. Il est 20h18 à suivre ce soir. C'est l'un des lieux les plus visités en France en cette période de vacances. Saviez-vous que le château de Versailles s'était mis à l'heure écolo? Le sport avec l'étape du jour du Tour de France, victoire de l'Espagnol Luis León Sanchez. Et les favoris dans tout cela, c'est dans un instant. Enfin, une rencontre avec un groupe mythique à quelques minutes de leur entrée en scène au Stade de France. U2 sera en direct avec nous, interview rare et à ne pas manquer pour les fans tout à l'heure. Mais avant cela, partons visiter le château de Versailles, mais une visite particulière. L'institution a su s'adapter et se mettre à l'heure écologique. Le Grenelle l'avait réclamé, le patrimoine l'a écouté. On voit tout cela avec Sophie Mézel et Virginie Travers. Versailles, un domaine à perte de vue avec ses 250 000 mètres carrés de forêts, de parcs et de monuments historiques. Et une mission qui s'impose depuis le Grenelle de l'environnement, penser développement durable. Pas toujours évident. On regarde le château, on ne va pas faire une isolation par l'extérieur. Les fenêtres, qui sont des fenêtres pour la plupart qui ont une substance patrimoniale, qui ont des siècles, on ne va pas les traiter en double vitrage. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Premier exemple, la température a été baissée. Un petit degré gagné et c'est 7% d'économie. Et en plus, c'est bon pour la conservation du patrimoine. Autre exemple, les lumières. Versailles, c'est 25 000 ampoules à changer chaque année. Les remplacer par des ampoules basse consommation et l'économie peut être considérable. Mais là, les choses ne sont pas encore satisfaisantes. Ça donne un éclairage très blanc, très blafard, et ça ne correspond pas franchement aux critères des décors lumineux qu'on attend dans un château type Versailles, où on attendra plutôt une lumière chaude. À Versailles, chaque pièce à éclairer est un nouveau défi. Ici, par exemple, aucune solution pour remplacer ces ampoules qui imitent parfaitement la flamme de bougie. Trop gourmandes en énergie, elles ont disparu du marché. Là, pour ce lustre, voici les seules ampoules basse consommation disponibles. Inacceptable pour une demeure historique, les fabricants devront trouver mieux. Pour ce qui est des fontaines, en revanche, Versailles est bon élève. D'ailleurs, Louis XIV était un précurseur puisqu'il avait déjà à l'époque demandé à ses ingénieurs de capter les eaux les plus proches du château. Cette philosophie est aujourd'hui renforcée. Les fontaines se nourrissent des eaux de pluie qui sont récupérées par ces avaloirs. Et elles fonctionnent à l'économie, 5 heures seulement le week-end. Enfin, quand on parle de développement durable, on parle aussi petites bêtes et biodiversité. Et là, juste derrière le petit Trianon, dans le hameau de la Reine, ce sont des colonies entières qui se sont installées. Des ruches qui prospèrent allègrement, loin des pesticides de la campagne. Et en plus, ici, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une diversité de plantes qui est extraordinaire. Et depuis le tout début du printemps, même en fin d'hiver, il y a déjà des plantes que les abeilles peuvent exploiter. 100 kilos de miel estampillé Trianon viennent d'être récoltés. Cela n'aurait certainement pas déplu à la maîtresse des lieux, Marie-Antoinette. Le sport avec l'étape du jour du Tour de France, de la montagne, mais une arrivée en ligne droite, pas de grand changement. Et la victoire d'un Espagnol, Luis León Sanchez. Julien Benedetto et David Dameda sur place. Raymond Poulidor a donc un héritier. Sandy Cazard, terrassé par la déception ce soir à l'arrivée, termine pour la 5e fois de sa carrière, 2e d'une étape du Tour. Lâché dans le col d'Agnès, Sandy Cazard parvient à rejoindre ses compagnons d'échappée dans le final. Il croit tenir la victoire au sprint, mais il est dépassé par l'Espagnol Luis León Sanchez à 10 mètres de l'arrivée, à Saint-Girons. À la place de 2, j'en ai déjà beaucoup. Et bon, la victoire, c'est vraiment quelque chose de différent. Et bon, on a une certaine frustration. J'ai revu le sprint, c'est moi qui ai fait une erreur, mais c'est vrai que Sanchez était vraiment fort aussi. 2e étape pyrénéenne, sans conséquence au classement général. Comme d'habitude, Lance Armstrong s'est comporté en capitaine du peloton, en voyant ses équipiers annihiler les timides attaques de ses rivaux, ici Andy Schleck. Une manière de montrer à Contador qu'il est bien le patron de son équipe. Entre l'Américain et l'Espagnol, c'est toujours aussi tendu, à tel point que les dirigeants de l'équipe Astana avouent ne plus maîtriser les règles du jeu. C'est eux qui décident dans le final. Je vous dis, on n'est pas toujours derrière eux à leur dire, contrairement à ce que tout le monde pense. Les coureurs ne sont pas téléguidés par les oreillettes, mais de temps en temps, ils font leur truc eux-mêmes. Et le maillot jaune dans tout ça, toujours sur les épaules de l'Italien Rinaldo Nocentini. Leader fragile avec 6 secondes d'avance sur Contador et 8 sur Armstrong, avant la terrible ascension demain du col du Tourmalet.
De la voile et des navigateurs français qui se préparent pour s'attaquer à l'un des plus beaux records, celui de la traversée de l'Atlantique. Thomas Coville, Franck Camas et Pascal Bidégory attendent à New York la bonne fenêtre météo pour se lancer dans le défi. Emmanuel Tissier et Mathieu Birden sont allés à leur rencontre. New York sous le soleil de juillet n'est pas qu'une ville livrée aux touristes. Les amateurs de shopping et de théâtre croisent ces jours-ci un duo de sportifs en pleine préparation. Thomas Coville et Franck Camas ne pensent qu'à faire la course. Les deux marins français sont à Manhattan pour battre leur record de la traversée de l'Atlantique. Un troisième larron, Pascal Bidégory, va aussi s'attaquer à ce chrono. C'est unique au monde. Il se trouve que on se connaît tous et on vient presque du même village. C'est un peu les Gaulois qui viennent en Amérique avec leurs machines de guerre. Dernier né des géants des mers, le maxi trimaran de Bidégory n'a pas encore ouvert son palmarès. Et en eau, j'y vais encore, 132 degrés du vent. L'Atlantique doit lancer sa campagne de record. Depuis le 19e siècle, les marins français sont fascinés par New York et cette traversée. 5400 km environ entre Big Apple et les côtes britanniques. Tous les trois attendent une météo favorable dans une marina paisible de Brooklyn. Et c'est Franck Camas himself à New York. Et toi ? Les capitaines et leurs techniciens fignolent des machines prêtes à bondir sur l'océan. Mais surtout, ils scrutent les fichiers à la recherche de la fenêtre météo idéale. La dépression qui doit les emmener en France à grande vitesse, mais sans certitude. C'est pas facile pour l'équipage, pour l'ambiance d'être prêt à partir, le sac dans la main et les bottes aux pieds, et de tout annuler d'un jour à l'autre et repartir chez soi. Mais c'est le problème de ces records, on n'a pas de date fixe. Les bateaux restent à quai, mais les marins, eux, ont refait leur sac. Ils quittent New York et sauteront dans le premier avion dès que le vent soufflera. Objectif, moins de 5 jours pour Thomas Coville de solitaire, 4 jours pour les équipages. Ils partiront peut-être en même temps et donneront à l'Atlantique Nord des allures d'autoroute à la française. Dans un instant, nous retrouverons le groupe U2 en direct du Stade de France. Mais avant cela, un anniversaire, celui des Francopholies de La Rochelle. Cela fait 25 ans que cela dure et l'ambiance est toujours aussi bonne pour les artistes et le public, bien sûr. Christophe Hérault, Eric Mézy. 17h vendredi, esplanade de la Grande Seine. C'est l'ouverture des Francopholies 2009. Et il y a 25 ans, on disait... 16h cet après-midi, place de l'Hôtel de Ville. C'est parti pour 5 jours et 5 nuits de Francopholie. En fait, ça va durer 25 ans. Et ils sont tous venus. Un exemple, Léo Ferré, 1987. Par hasard, Paris le sol devenu pathétique. Suivront Higelin, Lavilliers, Woolsey, Nougaro, Bachung, Diams, Manu Chao, Johnny Hallyday, en tout 3000 artistes. Hier soir, réunion de famille avec Souchon, Birking, Trio, Jean-Louis Aubert pour une fête d'anniversaire. Ça me fait plaisir, comme tous les anniversaires, on est heureux pour la personne et pour l'événement. C'est vrai que c'est formidable les Francopholies. C'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la formule. Un quart de siècle de chansons, c'est un quart de siècle de souvenirs. Les chansons, elles rentrent dans ta tête à un moment de ta vie. Et puis elles t'accompagnent jusqu'à la fin de ta vie et quelquefois tu la transmets aux autres. Tu sais comme ça qu'elles durent plus longtemps que les hommes. C'était l'ouverture de la 25e édition. Certains se sont donné rendez-vous en 2034 pour 25 ans de souvenirs en plus. Musique toujours et nous allons tout de suite, comme promis, prendre la direction du Stade de France afin de retrouver le groupe U2, l'un des groupes rock les plus influents des 30 dernières années, qui sera en scène dans quelques minutes. Bonsoir à tous, un grand merci d'être avec nous juste avant ce premier concert en France. Tout d'abord, comment expliquez-vous la magie de votre histoire, le caractère finalement universel de votre succès? Oh, Eh bien écoutez, ce qu'il faut bien voir avec la magie ou avec les magiciens, c'est qu'ils arrivent à cacher un lapin dans le chapeau. On sait très bien qu'il ne sort pas de nulle part, ce lapin, et on sait très bien que lorsque cette colombe apparaît par exemple ou sort du chapeau, elle ne vient pas de nulle part, c'est juste que c'est quelque chose qui a été préparé. Donc on prépare, et donc ça semble être de la magie, mais ça n'est pas de la magie, c'est de la technologie, il faut travailler d'arrache-pied, il faut tout préparer minutieusement, et ça ressemble
ressemble à de la magie au bout du compte, mais ça demande beaucoup d'efforts et de travail. Alors après toutes ces années, qu'est-ce qui vous donne encore et toujours envie de vous produire comme ça sur scène tous ensemble? À mon avis, je crois qu'on est pertinemment conscient de la chance qu'on a de faire ce travail. On est tellement content d'écrire des chansons, de faire plaisir au public, des chansons qui parlent aux gens, et on aimerait continuer aussi longtemps que possible. Mais bon, pour l'heure, on n'est pas employable, on n'est pas bon à faire quoi que ce soit d'autre, vous savez. Alors le plus difficile avec le temps, c'est quoi? C'est surprendre. À chaque fois, vous tentez d'innover, je crois. Cette fois, c'est une scène à quoi? 360 degrés qui est mise en place ce soir? Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Il faut se surprendre soi, il faut surprendre le public. Et dans nos tournées, c'est toujours ce qu'on a essayé de faire, de trouver de nouvelles solutions technologiques pour aller un peu plus loin. On veut se rapprocher aussi de notre public, d'où l'idée de cette scène à 360 degrés pour faire en sorte que le public soit un cinquième membre du groupe. Mais tout ce qu'on a fait, quand on saute dans le public, lorsque on se lance comme ça dans le public, le but c'est toujours de se rapprocher du public. Oui, et puis je voudrais dire aussi que c'est un stade extraordinaire. Quelle chance avons-nous de pouvoir jouer ici, c'est vraiment un lieu extraordinaire, ce Stade de France. Donc je veux dire que c'est l'endroit idéal pour notre show. Un endroit, vous savez, où on a été champion du monde, donc on est très très fiers de ce stade-là. On ne parle pas ce soir de politique, Bono, mais un mot juste sur la visite aujourd'hui de Barack Obama en Afrique. Il a choisi le Ghana, le visage de l'Afrique démocratique qui avance. On connaît votre engagement, c'est un signal fort et important à vos yeux. Oui, absolument. Ce qu'il faut bien voir avec Barack Obama, c'est que la première chose qu'il aurait dû faire, à mon sens, c'est de retourner au Kenya et de retrouver les rêves de son père, puisque c'est le titre de son livre d'ailleurs. Et il aurait pu revenir au pays comme héros. Mais au contraire, il a décidé de revenir dans une Afrique différente. Le Ghana, c'est un lieu où il y a des gens qui gagnent de l'argent, il y a un marché qui marche fort, c'est un pays qui attire les gens, c'est un pays démocratique où il y a eu des élections, et donc c'est la nouvelle Afrique, c'est un nouveau visage de l'Afrique, et je pense qu'il a choisi délibérément ce pays-là pour montrer un autre côté de l'Afrique avec toute l'énergie qui sort de ce pays-là et qui sort de l'Afrique. Juste deux dernières questions, après je dois vous laisser. Vous souhaitez poursuivre l'aventure comme ça ensemble encore longtemps ou pas? Oui. Vous savez, nous, on se dit que si on fait un album de merde, on est out pour toujours. Donc, au contraire, on va essayer de continuer à faire du bon boulot et à faire des concerts de qualité avec ce qu'on sait faire. Oui, c'est vrai que ça fait 30 ans que ça dure maintenant et peut-être que ça va arriver à son terme. Merci. Mais bon, nous, on est plutôt un man band plutôt qu'un boy band. Passez une très très belle soirée avec le public français. Il vous attend, je les vois juste derrière vous. Merci beaucoup à vous tous. Et passez donc une belle soirée, puis on vous retrouvera mercredi prochain également à Nice. Merci. Avant de se quitter, un rappel de l'une des informations de ce samedi, c'est la visite et le discours de Barack Obama au Ghana, premier séjour officiel du président américain sur le sol africain. Beaucoup de symboles et puis des mots aujourd'hui. Celui-ci a déclaré que l'avenir de l'Afrique appartenait aux Africains. Il a reconnu le poids du colonialisme tout en mettant le continent en face de ses responsabilités pour l'avenir. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce journal. Dans quelques instants, comme chaque samedi, les 20 ans de Fort Boyard. Juste avant cela, la météo, Isabelle Martinet. Excellente soirée à vous et à demain, j'espère. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.